Et bonjour à tous. Les Nouveaux Chemins s'interrogent tous les jours sur la différence entre cynisme et ironie en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Jean Danielou, Mathilde Wagman et Antoine Ravon. À la lecture Pince sans rire cette semaine, Georges Claes. À la réalisation de provocations jamais gratuites, Bertrand Chaumeton. Avec aujourd'hui, à la prise de son sans phare, Jacques Hubert. À 10h47, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous proposera des lectures subversives cette semaine avec aujourd'hui Georges Bataille et la figure de l'impossible par Jean-Michel Beignet, publié aux éditions Cécile Defaux. En appliquant à la lettre ce que prêche la sage philosophie, le cynique prouve qu'elle exagère. Faut-il se débarrasser du superflu ? Vivons dehors, à même la rue. Fuir les vices et les travers de la société ? Imitons le chien et gambadons à 4 pattes. Ne pas être dupe des faux semblants ? Tous à poil, et voilà que Diogène se masturbe en public. Qu'on lui reproche de trop en faire, il n'aura qu'à tendre un miroir à l'accusateur qui fermera les yeux pour ne pas voir la paille devenir poutre. Le cynique n'a pas renoncé, sinon il ne serait même pas drôle. Il n'est pas non plus nihiliste, sinon pourquoi et pour qui composerait-il ? Quand le cynique écrit, il signe sa propre blessure. S'il a du mal à vivre, c'est parce qu'il a cru, voulu, espéré, mais en regardant du mauvais côté de la vie, celui de l'idéal, ce faux remède et ce vrai poison qui déchire irrémédiablement le cœur d'un homme en le condamnant à n'être que spectateur d'une fin qui n'en finit pas de finir. Le cynisme n'est donc pas qu'un pis-aller, une amertume destructrice qui rend la compagnie insupportable et la solitude mortifère. Il a été, il fut, il peut encore être une philosophie, et pour le comprendre, peut-être suffit-il de regarder du côté du chien. Il faut imaginer Diogène heureux. Et c'est pourquoi demain, Bertrand Vibert nous contera la cruauté d'Octave Mirbeau et de Villiers de l'Isle-Adam. Mercredi, Caroline Laurent nous plongera dans la déprime créatrice de Michel Houellebecq et de Philippe Muret. Et jeudi, Suzanne Husson remontera aux sources du cynisme en évoquant la figure de Diogène le bien nommé. Mais aujourd'hui, pour commencer ce tour de table, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Dambre, professeur émérite à l'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, pour évoquer la provocation de 3 écrivains, Monterland, Roger Nimier et Drieux-La Rochelle. Bonjour Marc Dambre. Bonjour. Vous n'avez pas eu un cœur de mari, Henri de Monterland? Non, je ne suis pas un homme, d'abord, pour avoir des gens autour de moi. Vous comprenez, chez moi, ça me gêne, je refuse des domestiques, je ne suis content quand ils sont sortis. Mais enfin, je crois que la plupart de ceux qui se jettent dans le mariage s'y jettent aussi un petit peu par inconscience. L'abbé Minguier, dont vous avez dû entendre parler, bien que je l'ai connu un peu, on me disait, mais pourquoi est-ce que les hommes se marient? Il répondait par goût de la catastrophe. J'ai craint la catastrophe du mariage. Et les jeunes filles, Henri de Monterland, procèdent de quelle intention? Les jeunes filles ont été une espèce de défoulement, comme on dit aujourd'hui, en sortant de mes secondes fiançailles qu'elles ont à peu près racontées, dans lesquelles j'étais fort énervé, fort exaspéré, beaucoup moins contre la jeune personne que contre moi-même. Le chef d'orchestre abaissa sa baguette et toutes les personnes qui étaient sur la scène se mirent ensemble à faire du bruit. Les musiciens, avec frénésie, tricotaient de l'archet, et il semblait à Costals qu'il sentait d'ici l'odeur d'aisselle des femmes violonistes, et il en était ému. C'était ce qu'il y avait de mieux dans le spectacle, pensait-il. Solange, assise de biais, s'était rapprochée de lui. Il caressa son cou, uni et net. Il remarqua qu'elle avait mis son visage tout près du sien, comme pour entrer dans son atmosphère. Des îlots de peau apparaissaient ici et là dans sa chemisette, comme des bancs de sable dans un shot blanc de sel. Les traits de son visage, qui ne lui plaisaient pas, il les voyait comme les portes de secours d'une salle par où, le cas échéant, on pourra s'échapper, ou comme les clauses équivoques d'un contrat. C'était ce menton un peu lourd qui lui permettrait un jour de la quitter, le cœur léger. Il la baisa sur la nuque sans qu'elle bronchât. Et son sang bruissait comme un feuillage tandis qu'il suivait de la main par-dessus sa robe ses jarretelles et ses longues cuisses.
Il était surpris qu'une fille si sérieuse se laissât caresser les cuisses en public. Il n'avait pas compris que, déjà, elle voulait tout ce qu'il voulait. « Voyons, franchement, vous aimez la musique ?» lui demanda-t-il après un instant avec un air soupçonneux. Elle haussa les sourcils, ayant l'air de dire « comme si, comme ça ». « Ah !» pensait-il, « quelle absence de pause !» Décidément, ce qui me ravit en elle, c'est qu'elle ne s'intéresse à rien. Comme ça, elle ne cherche pas à vous éblouir de sa spécialité, et qu'elle n'a pas d'idée, ce qui est la façon la plus sûre pour une femme de n'en avoir pas de fausse. L'air soupçonneux avec lequel le personnage de Colstals demande à sa voisine si elle aime la musique donne le ton, Marc Dambre, pour ouvrir cette émission. Alors je précise que vous êtes à l'initiative du Cahier de Lerne consacré à Nimier. Au même Roger Nimier, vous avez consacré un ouvrage avec le sous-titre Hussard du demi-siècle chez Flammarion. Vous avez également travaillé sur Drieux-La Rochelle et puis plus récemment, votre dernier livre s'intitule Mémoires occupées, fiction française et Seconde Guerre mondiale aux presses Sorbonne Nouvelle. Vous êtes donc la personne idéale pour ouvrir cette semaine sur le cynisme. Nous venons d'entendre un texte donc de Monterland, un extrait des Jeunes filles qui date de 1936. Nous avons choisi de parler de Monterland, Drieux-La Rochelle, Roger Nimier. C'est pas simplement par souci de commodité que ces trois auteurs participent à la même émission, si j'ose dire. Il y a une vraie cohérence, une même peut-être conception de l'écriture et du cynisme chez ces trois auteurs, Marc Dambre. Une même conception, peut-être pas, mais des points communs certainement. Déjà, il faut tenir compte de la différence de génération, puisque si Drieux et Monterland font partie de la même génération et ont donc participé à la guerre de 14-18, Roger Nimier, lui, a eu bien du mal à ne pas participer en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Nimier est en quelque sorte de la génération suivante et Drieux et Monterland sont en quelque sorte la génération des pères. Pour lui, des pères qu'il conteste, mais avec lesquels il se sent en affinité. Alors, le point commun peut-être entre ces écrivains dans la culture actuelle, c'est ce sont des écrivains de droite. Ce qu'il faudrait dire immédiatement, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'écrivains conservateurs, mais d'écrivains contestataires, puisque les valeurs de droite attendues, disons l'Église, l'armée, le patriotisme, le mariage, la fidélité, etc. Toutes ces valeurs-là, précisément, le cynisme de ces trois auteurs les met à mal et partent même de cette critique, on pourrait dire, de ces valeurs qui sont d'ailleurs en crise. Et je crois que le cynisme est souvent lié à une crise des valeurs. Évidemment, la Première Guerre mondiale, on le sait, a abouti à cette crise de l'esprit dont Paul Valéry a parlé, avec cette hantise même d'une fin de civilisation. C'est même l'époque de la publication du Déclin de l'Occident de Spengler. Et donc Nimier vient après, mais il vient également ensuite. S'ajoute à cela, évidemment, les grands traumatismes de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les camps, le génocide, et pour lui la mort d'amis très proches. Mais c'est vrai que c'est cette perspective-là qu'il faut avoir, c'est-à-dire une expérience de la guerre avec la frustration que cela implique. Si vous dites frustration, c'est donc que vous entendez qu'il y avait comme une attente à travers cette guerre. Et donc je disais en ouverture d'émission que le cynisme, en tout cas chez ces auteurs-là, n'était pas l'expression d'un nihilisme, ce n'est pas le fait de ne croire en aucune valeur, mais peut-être plutôt d'avoir été déçu d'un idéal qu'on n'aurait jamais pu atteindre. C'est le cas chez ces auteurs. Oui, je le crois fortement. Il me semble qu'il s'agit bien plutôt d'un idéalisme inversé ou critique plutôt que d'une sorte de nihilisme, de désespoir absolu. Ce sont des écrivains qui ont cru à quelque chose et qui ont vu à l'expérience ces valeurs être en fuite ou évanescente, et c'est le deuil de ces valeurs en fait que les écrivains font, peut-être principalement à travers le cynisme. Et le cynisme
concerne ici à la fois leurs écrits, on a entendu un extrait de Monterland, on va entendre d'autres ensuite, mais également leur propre vie, puisque vous disiez qu'on les associe à des écrivains de droite, ce qu'ils sont sans doute, mais qu'ils tiraient sur les valeurs qui s'étaient censées constituer la partie droite de l'échiquier politique. Ils se sont quand même engagés, enfin là, Drieux et Monterland se sont engagés du côté fasciste de l'échiquier politique dès 1934, donc il y a eu un engagement qui a donné des conséquences terribles pour l'un et pour l'autre, avec notamment un suicide dès la Libération, dans le cas de Drieux-La Rochelle. Dans le cas de Drieux, oui. Disons qu'il s'est mis en marche vers le fascisme à partir de 1934. Son engagement est un peu postérieur, mais évidemment, il date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est dans cette période-là, extrêmement troublée, que Drieux s'oriente vers le fascisme. Pour Monterland, c'est différent. Il a été coupable de faiblesse à l'égard des puissances occupées, disons une certaine attitude de complaisance à l'égard de Vichy, c'est certain, et d'ailleurs Nimier le lui reproche très fortement. Donc ce n'est pas exactement le cas de Drieux. Peut-être est-ce plus acceptable du côté de Drieux, dans la mesure où, en quelque sorte, Drieux est allé jusqu'au bout avec une sorte de dénigrement de lui-même qui est un grand enseignement, encore aujourd'hui d'ailleurs. En quel sens ? Dans la mesure où le fait de s'engager du côté du totalitarisme, cela signifie quelque chose de bien précis, et le fait d'aller jusqu'au bout nous enseigne plus que ceux qui ont réussi à trouver des accommodements, à traverser les épreuves et à se retrouver absous comme par hasard. Par exemple, Drieux aurait pu très bien échapper. Il avait pour grand ami André Malraux, qui est resté fidèle. Même Aragon est d'ailleurs resté fidèle à Drieux au niveau de l'estime de l'homme. Eh bien, Drieux, au lieu de partir en Suisse et de s'engager dans la reconquête comme il lui était proposé par Malraux, a préféré revenir à Paris. Il est allé ensuite, il est revenu à Paris, il a attendu le déroulement des événements, il s'est converti en dernière minute, en quelque sorte au dernier moment, au totalitarisme qu'il voyait vainqueur, c'est-à-dire le stalinisme, et puis après à la troisième tentative, il est mort effectivement de sa propre main, pourrait-on dire. Est-ce que tu es si content de la vie que tu mènes en ce moment? Aucune importance. Tu n'as plus ton œil brillant d'autrefois, ni ta belle énergie. J'ai vieilli. Tiens. Oui, j'ai vieilli. Je n'ai plus d'espoir, mais j'ai une certitude. Je suis sorti de ma jeunesse pour entrer dans une autre vie. Toi, tu tournes le dos. Tu refuses l'âge adulte. Tu restes enfoncé dans ton adolescence. C'est de là que vient ton angoisse. C'est difficile d'être un homme. Il faut avoir envie. J'ai horreur de la médiocrité. Depuis 10 ans, tu vis dans une médiocrité dorée. J'en ai assez, justement. J'arrête. Je ne veux pas vieillir. Ce n'est pas la vie en soi que je condamne. C'est ce qu'elle contient de méprisable. Alain, contente-toi de cette médiocrité. Et tu retrouveras peut-être ta fantaisie que tu as tellement perdu ces temps-ci. Tu es lâche. Et faible. Et paresseux. Tu refuses les certitudes parce qu'elles te font peur. Tu fais l'apologie de l'ombre parce que le soleil te blesse les yeux. Tu es mon ami. Si tu es mon ami, tu m'aimes comme je suis. Pas autrement. Laisse-moi te regarder. Je voulais que tu m'aides à mourir. C'est tout. Tu fais l'apologie de l'ombre parce que le soleil te blesse les yeux, dit l'ami du personnage Alain Leroy dans Le Feu follet, qui est un roman de Drieux-La Rochelle, ici adapté au cinéma par Louis Malle en 1963. L'extrait permet de soulever cette question essentielle pour réfléchir à ces auteurs et à leur conception ou leur mise en œuvre du cynisme, qui est celle de la bonne ou mauvaise foi. C'est-à-dire d'un côté, est-ce par lâcheté qu'ils adoptent ce qui ne serait qu'une posture
cynique. On l'entendait dans l'extrait dire mais oui, mais ce n'est pas la vie qui est méprisable, c'est ce qu'elle contient de méprisable qui fait que je veux la quitter, comme oui, vraiment une posture, un engagement qui serait presque esthétique. Et de l'autre, la question que lui pose son ami, c'est celle de savoir mais où est le vrai courage? Est-ce que le vrai courage c'est de renoncer à son idéal ou d'accepter la médiocrité, ou au contraire de se battre pour son idéal? Et ça c'est une vraie question, parce qu'il y a chez cet auteur-là une certaine conception de l'homme qui se doit de dépasser la médiocrité. C'est parce que l'homme n'arrive pas à la dépasser que du coup le suicide devient une option, et que le cynique est peut-être la voie qui y conduit. Marc Dambre. Oui, je pense qu'il y a une exigence de type, pourrait-on dire, aristocratique, c'est-à-dire refuser le compromis, refuser la dégradation que, selon eux, l'âge apporte inévitablement. Chez ces auteurs, il existe effectivement un mythe de la jeunesse, pourrait-on dire, l'idée que à 20 ans, on est au mieux et qu'ensuite on ne peut que descendre en quelque sorte. Et c'est commun, je pense, aux trois auteurs. Je pense que ce refus de la compromission est évidemment ambigu, parce qu'en même temps, ces personnages ont des compromis avec la société. Ils sont en partie complices de la dégradation sociale. Le personnage de Gilles, par exemple, qui est le titre d'un roman de Drieux-La Rochelle. Oui. Ce n'est pas un idéaliste qui vit simplement dans l'absolu, c'est quelqu'un qui effectivement tire parti de ce que la société peut lui apporter. Donc je pense qu'il y a effectivement un versant du cynisme qui n'est pas celui de l'exigence personnelle, aristocratique, en référence à un absolu, mais aussi l'idée que, puisque les valeurs sont en crise et en voie de disparition, eh bien, compromettons-nous jusqu'à un certain point. Et il y a un moment où ça casse, évidemment, parce que revient l'autre versant. D'où cet aspect, je pense, généralement duel du cynisme, c'est-à-dire d'un côté une forme de courage et de l'autre côté une forme de lâcheté et d'abandon. C'est ce que l'on voit très bien chez Drieux, par exemple, qui montre combien son personnage, qui est proche de lui, puisqu'il y a indétermination, par exemple dans la comédie de Charleroi, ce personnage est à la fois un guerrier à Charleroi, qui a le courage d'aller au feu, qui montre même l'exemple à ses camarades et qui est même blessé. Et puis, lorsqu'il est blessé, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il est bien content parce qu'il va pouvoir, en somme, être soigné, aller du côté des infirmières, du côté de la société, du côté de ceux qui, eux, n'ont pas à affronter le combat, n'ont pas à être courageux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été mobilisés, les femmes, les enfants. Et donc, à ce moment-là, on le voit se dire « Ah ben, voilà, c'est la voie, maintenant je vais sauver ma peau ». Et cette interrogation, en fait, anime tout le volume de Drieux, qui est composé de plusieurs nouvelles, dont la première qui donne son titre, donc la comédie de Charleroi. Et on sent toujours cet homme double, puisque l'une des nouvelles est par exemple intitulée « Le déserteur ». Et le déserteur, c'est un personnage qui est en spectacle au narrateur. Ce n'est pas le narrateur qui est le déserteur, mais c'est un personnage dont il a saisi l'imposture. Et donc c'est sa propre imposture qu'il voit en quelque sorte de redoubler. Il voit un double dans ce déserteur, et ce double revient en interrogation, fait retour sur lui. Et c'est cette ambivalence du cynisme, je crois, qui est intéressante, c'est-à-dire que le cynisme est une exigence et en même temps un aveu. Le cynisme est sans doute aussi l'exercice de la lucidité, mais une certaine forme d'aveuglement. Et si on revient au texte de Monterland, on s'aperçoit par exemple que Costals n'est pas conscient de l'effet qu'il produit sur la jeune fille qu'il est en train de séduire. Oui, parce qu'en plus, il y a un double jeu. Le Costals est le personnage principal, mais ce n'est pas le narrateur. Voilà. Donc il y a une distance entre le narrateur et le personnage. Voilà. Et je crois que dans le cynisme littéraire, ce qui est très important, c'est cette diversité des interventions ou des énonciations, si vous voulez, à savoir que évidemment, le texte n'a pas le même sens s'il est attribué à un personnage
principal, secondaire, à un narrateur qui est lui-même personnage, à un narrateur qui n'est pas l'auteur, parce qu'on voit, par exemple, dans Nimier, on le verra, il s'appelle François Sanders, c'est pas Roger Nimier. Donc, dans cette, en quelque sorte, dans ce décentrement des paroles, qui sont la plupart du temps des jeux, ce sont des moi qui parlent, mais en même temps, si on croit qu'à chaque fois il s'agit du moi de l'auteur, ça ne marche pas. Hein. Ce n'est pas le moi de l'écrivain avec tout ce qu'il peut avoir de contingent, de divers, de critiquable, etc. C'est véritablement une série de moi qui sont mis en regard et qui constituent, je crois, la complexité et l'intérêt du cynisme. Parce que si il s'agissait simplement d'une sorte de mépris systématique ou généralisé, le lecteur se lasserait très vite parce que tout simplement on tomberait vite dans une sorte de roman à thèse où on dirait bon voilà ceci est bien, ceci est mal, ce serait une critique perpétuelle, ce serait très lassant. Or là, le cynisme littéraire offre cette diversité grâce aussi à la complexité de l'énonciation. Comme le prouve par exemple la Comédie de Charleroi de 1934, un texte de Drieux-La Rochelle qui est un recueil de 7 nouvelles dans lesquelles le héros narrateur revient à Charleroi, un lieu où il a fait la guerre, la Première Guerre mondiale. Et cette fois, c'est une réflexion rétrospective où il revit sous une forme de comédie cynique ce qu'il a vécu d'abord comme une tragédie. Écoutez. Mon sang coulait. Les jambes marchaient. J'atteignis le bois, en titubant. Je croyais qu'un bois, c'était un abri pour autruche, car l'éclat de l'acier se réfractait en 1000 éclats de bois. Chaque explosion se multipliait en 1000 volées de bois vert. Est-ce qu'alors j'ai pensé à la France? Je sortis mon paquet de pansements qu'on nous avait dit de mettre dans notre poche à portée de notre main. N'étions-nous pas tous des candidats à la blessure et à l'infirmité? J'enfonçai le doigt dans ma plaie à la nuque, mais elle n'était pas profonde. Sans doute un shrapnel. Je n'en sais rien. Je n'en ai jamais rien su. Tout est anonyme dans la guerre d'aujourd'hui, comme dans la vie d'aujourd'hui. Mais mon sang coulait, chaud, jeune. J'avais 21 ans. Dans mon dos, sur mes épaules. J'étais blessé. Ma fierté se transformait aussitôt en cynisme. J'étais blessé, j'étais hors jeu. J'étais dans le passé, un combattant qui avait combattu. J'étais hors de l'armée, hors de la guerre, presque un civil. J'étais consacré. Je pouvais me permettre tous les orgueils et toutes les lâchetés, tous les désistements et reniements. Je passais du côté des femmes, des enfants, des vieillards, des impuissants, des gouvernants, comme eux, autorisé à tous les cynismes. Je jetai mon fusil, avec cette confiance dans mon étoile qui est bien la chose la plus ordinaire du monde. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à grave sur le plateau qu'on se fait trouer la peau. On est tous condamnés, on est des sacrifiés. Quand au bout de 8 jours leur peau terminée, on va rejoindre les tranchées, notre tâche est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot, même sans tambour, même sans trompette. On s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour. Adieu la vie, adieu l'amour. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h24. C'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée au cynisme, en partenariat avec le magazine littéraire qui consacre le dossier de ce mois-ci au cynisme, comment une philosophie antique est devenue le fléau de notre société.
Et pour l'occasion, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Dambre, qui est l'auteur notamment de Roger Nimier, Hussard du demi-siècle, paru chez Flammarion, aussi à l'initiative qui a dirigé le cahier de l'air consacré à Roger Nimier, également un ouvrage à Drieux-La Rochelle. Et nous parlons aujourd'hui de Monterland, Drieux-La Rochelle et Roger Nimier, les cyniques du XXe siècle. Pourtant, garde l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini. Comme le chante très bien Mouloudji dans cette chanson de Craon, Marc Dambre, deux choses fondamentales relient ces auteurs cyniques. Ce sont deux expériences fondamentales. L'amour d'un côté et la guerre de l'autre. L'amour, on l'a entendu plutôt sur le contre-exemple de l'amour avec le texte de Monterland qui a ouvert cette émission avec la description d'une femme qu'il trouve laide et qui pourtant qu'il arrive à séduire. Ce qui va être l'occasion pour lui de beaucoup de moqueries, de double discours. Il va lui faire croire qu'elle lui plaît, mais en fait non. Enfin, toute une stratégie qui fait rire jaune. En tout cas, quand on est une femme, mais pas seulement, je pense. Et dans l'extrait de Drieux-La Rochelle que l'on vient d'entendre, là, c'est l'expérience de la guerre. Avec cette phrase en particulier, tout est anonyme dans la guerre aujourd'hui, comme dans la vie d'aujourd'hui. Comme si l'écriture était aussi une façon de dépasser cet anonymat, d'arriver à donner une voix à une expérience qui, sans cela, est dissoute parmi tellement d'autres d'expériences, tous ces soldats qui se sont retrouvés sur le champ de bataille et qui étaient anonymes. On a là la dimension vraiment pratique du cynisme de Drieux-La Rochelle et pas du tout simplement théorique. Oui, je crois que vous avez parlé de cette expérience de la guerre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Drieux est d'abord l'auteur de deux recueils de poèmes consacrés à la guerre, et en particulier Interrogation dès 1917 et Fond de cantine, déjà le titre est intéressant, en 1919. Et Interrogation, il a dû le faire publier à compte d'auteur, donc c'était quelque chose à quoi il tenait vraiment. Et là, c'est un texte lyrique, en partie pacifiste, qui a même été en partie censuré parce qu'il parlait des Allemands d'une manière trop sympathique. Donc on voit le lyrisme, et le lyrisme de quelqu'un qui croit encore à quelque chose. Et la comédie de Charleroi nous montre le revers de la médaille, en quelque sorte, mais en même temps toute l'honnêteté. Dans honnêteté, il y a honneur de ce Drieux qui s'aperçoit que sa blessure, il n'en a jamais rien su vraiment, donc il y a une forme d'authenticité, mais en même temps, cette authenticité, c'est de prendre la parole avec le « je ». C'est moi qui prends la parole contre cet anonymat de la société moderne dont vous parliez, et le texte est dirigé d'une certaine manière contre le monde moderne qui implique la Grande Guerre, le traumatisme tout à fait inouï de la Grande Guerre. Et je pense que cette critique qui est faite, c'est une forme d'engagement, bien entendu, de Drieux. On parle beaucoup de son engagement fasciste, qui existe essentiellement d'ailleurs en dehors de l'écriture et de ses œuvres, sauf dans les écrits, disons, journalistiques. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a cet engagement à la limite du pacifisme, parce que quand il se montre effectivement courageux, et ensuite tenté par tous les cynismes, on le dit dans le texte, c'est bien un jeu très proche de lui qu'il dénonce. Il va, dans la suite du texte, on le voit se décrivant maquillé de son sang. Le mot comédie de Charleroi est intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est à la fois la comédie du combat, de l'héroïsme et du patriotisme, tournée en dérision, et c'est un texte qui est postérieur, même sur le plan du temps narratif, qui est postérieur à la guerre. C'est en fait la visite sur le champ de bataille de Charleroi, du narrateur avec la mère d'un camarade qui est mort à Charleroi. Et c'est
toute une dérision de la politique, de l'Église, qui viennent en quelque sorte couvrir ces horreurs de la guerre de 14-18 avec les célébrations nationales et toutes les interventions qui ont lieu à ce moment-là. Et le cynisme ici est d'autant plus intrigant qu'il est celui du personnage. C'est le narrateur qui constate que celui qu'il a été est tombé dans le cynisme. Il écrit cette phrase: « Ma fierté se transformait aussitôt en cynisme ». Celui qui fait l'aveu de son propre cynisme ne l'est plus tant que ça. Il montre qu'il l'a été. Oui, c'est toujours ce caractère double du cynisme, c'est-à-dire cet aveu qui est évidemment pour nous une valeur d'une certaine manière, puisque c'est une sorte de confession qui se retourne contre celui qui fait la confession. Bien sûr, il fait état de la blessure et d'un courage qui a été effectif, mais ce qui l'emporte le plus dans le texte, on n'a pas pu lire tout le texte, c'est effectivement le cynisme et la dérision de toutes ces valeurs en quelles il a cru un moment, et en valeurs dans lesquelles croyait la majorité du peuple français et du peuple allemand d'ailleurs en 14-18. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre à quel point les soldats et les gens de l'arrière ont participé à cette tuerie, mais c'est un fait. Et donc ce texte, de ce point de vue-là, et son cynisme demeurent des choses importantes. Et ils sont la preuve ils sont la manifestation inverse du désespoir, puisque Drieux-La Rochelle écrit, il dénonce ce qu'il a pu être, il dénonce une forme de renversement des valeurs, mais il adopte un ton littéraire, il choisit d'écrire, et on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 5 ans avant, dans laquelle il va également s'engager. C'est-à-dire que là, ce qui est important de voir, c'est que le cynisme n'est pas une forme de retrait du monde dérisoire et purement désinvolte, qui ne serait qu'une posture littéraire. Là, il y a vraiment, il croit en quelque chose. Souvent, le cynisme n'en reste pas à lui-même. Il débouche sur autre chose, ou bien sur une forme de silence et même de paralysie littéraire, qu'on peut le voir avec Nimier, par exemple, ou alors un engagement dans le cas de Drieux, ou dans le cas de Monterland, avec un exercice constant de la critique sociale et aussi de la critique de soi et d'une forme de courage, puisque l'ambiguïté du cynisme, c'est effectivement que le cynique est en partie complice du cynisme de la société, mais en même temps, il le dénonce. Puisque, par exemple, Monterland a écrit un roman dès les années 30 qui était un roman anticolonialiste. Mais il n'en a publié la version complète que bien plus tard, parce qu'il ne voulait pas faire du tort à tous ceux qui combattaient et même à son pays. Donc, vous voyez, il y a cette ambiguïté du cynique. Drieux-La Rochelle a parlé de sa blessure au sein du texte La Comédie de Charleroi que nous avons entendu. Cette blessure renvoie aux épées. Là, c'est le texte d'un ouvrage de Roger Nimier de 1948 dont nous n'avons pas encore parlé. Je vous propose d'en écouter un extrait précédé de la voix. Je vous laisse reconnaître de qui il s'agit, la voix peut-être de l'écrivain cynique par excellence. Des écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas. Un style, il y en a 1, 2, 3 par génération. Et il y a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cavouilleux, des aptères, n'est-ce pas? Ils rampent dans des phrases, ils répètent ce que l'autre a dit, ou ils choisissent une histoire, ils prennent une bonne histoire, puis ils disent je vois que, etc. C'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé quelque chose de bien particulier, n'est-ce pas? J'ai cessé d'être écrivain, n'est-ce pas, pour devenir un chroniqueur. Alors j'ai mis ma peau sur la table. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer. Ce qui est fait gratuite, sans gratuite. Et plus de gratuite. Alors, peut-être je n'ai que des écrivains gratuites. Qu'est-ce qu'on me montre? C'est des gratuites. Qu'est-ce qu'il a gueulé celui-là? Les jours se sont suivis dans la plus grande monotonie. Nous n'avons jamais quitté les villes. J'ai eu le sentiment de me livrer à des travaux laids, une sorte de surveillance exercée sur la circulation des esprits. Faire respecter les passages à niveau, les sens interdits, les priorités. Ces longues heures d'attente, malgré toute ma politesse naturelle, m'ont engagé dans les mauvais chemins de la réflexion.
Je me suis demandé si j'étais simplement un milicien ou un résistant camouflé en milicien, ou encore un fasciste qui jouait à la résistance sous un uniforme bleu marine. Je n'ai pas dépassé ce troisième stade d'hypothèse, car il est reconnu que, plus loin, on tombe dans une grande fatigue intellectuelle. Jusqu'ici, mon unité ne s'était livrée à nulle violence. Avec inquiétude, je me demandais si j'étais entré dans la milice ou dans un corps de gardien de square. Cependant, une telle mollesse me laissait ma liberté intérieure. Liberté bien élevée, comme chacun sait. Vers la fin du mois de mars, le vent s'est élevé avec violence. Les petites villes du Massif central ont serré les épaules pour rien. D'ailleurs, nous ne sommes sortis qu'en camion. On nous amenait des gens que nous transportions ailleurs. À distance, je m'étonne qu'avec ma belle âme, je ne me sois jamais attendri sur ces types qui partaient pour la mort ou la déportation. Cela vient sans doute d'un mauvais contact avec cette électricité particulière aux hommes qu'on appelle humanisme. Cette lacune me fait trouver scandaleux qu'un inconnu puisse se transformer en martyr parce qu'on le fusille. Roger Nimier va encore plus loin dans le cynisme que les textes qu'on a pu entendre précédemment. Ici, Marc Dambre, il a été précédé, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, de la voix de Céline. C'était en 1961, un extrait de l'ORTF, qui a cette phrase très belle et très juste en ce qui concerne le sujet qui nous occupe aujourd'hui. En tant qu'écrivain, ce qui importe, c'est leur style, et la façon dont leur style est étroitement lié à la mort. Et surtout, dit-il, il faut mettre sa peau sur la table. C'est ce que fait Roger Nimier au sein de ce texte, Les épées, Marc Dambre. Oui et non, c'est-à-dire qu'en effet, il est directement concerné par cette intrigue ou par ce parcours qu'évoque François Sanders, mais il n'est pas François Sanders. Lui-même est directement concerné. Pourquoi ? Parce que l'un de ses amis de lycée, Henri Mosseri, est mort à Auschwitz. L'autre camarade, Michel Stievnar, est mort, lui, à Munich, sous l'uniforme. Et donc, ce sont tous les humanismes auxquels, généralement, tout le monde croit, et lui sans doute aussi, qui se trouvent, avec la Seconde Guerre mondiale, complètement mis en cause, qui sont en faillite. Et c'est ce constat qui engage le héros François Sanders sur les chemins du cynisme. Et donc, peu à peu, il entre dans la violence. Pourtant, il a été à l'origine, lui aussi, pris par les valeurs patriotiques, puisqu'il s'est engagé en 39-40, il a été prisonnier, il s'est évadé, il est entré dans la résistance. Nimier avait choisi le gaullisme, donc jusque-là, c'est le même chemin, pourrait-on dire, à part que Nimier était trop jeune. Il s'est contenté d'aller le 11 novembre 40 faire la manifestation, la première manifestation contre l'occupant, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est à peu près le même chemin. Mais là, dans le mouvement de résistance, François Sanders est chargé d'exécuter le chef de la milice. Du coup, il est obligé de s'engager dans la milice, de porter l'uniforme, de s'infiltrer, et surpris au dernier moment, il reste dans la milice et mène un double jeu dans lequel il se perd lui-même, parce que la violence l'entraîne lui-même dans la violence, avec un sens qu'il n'a plus à donner, et qui se termine sur l'acte le plus scandaleux, le plus cynique, puisque Sanders donne ses réflexions alors qu'il vient d'exécuter un jeune juif le jour de la libération de Paris. Donc là, on est au maximum de cynisme, puisque, en même temps, on voit que ce cynisme est là aussi double, puisque en attaquant les humanismes, en attaquant l'héroïsme tel qu'il s'est développé pendant la guerre, sous l'occupation, c'est lui-même qu'il attaque, Nimier, puisqu'il a été lui-même blessé dans ses camaraderies les plus proches, c'est-à-dire un camarade qui s'est engagé en 1944, un autre camarade qui a été déporté et qui est mort là-bas, et donc il y a cette complexité, cette dualité que l'on trouve là aussi dans le cynisme. Alors si on fait l'équation François Sanders-Roger Nimier, on se trompe complètement.
Et c'est ce qui explique aussi la difficulté de lire ces livres, parce que ils sont toujours avec des arrière-plans, avec des contradictions et dans la complexité. Alors que pourtant, ce qui caractérise ce récit cynique, dans tous les cas, Monterland, Rieu, Nimier, c'est l'affirmation d'un jeu, l'affirmation d'une lucidité qui laisse à croire qu'il y a une sorte de monolithisme de cette attitude. Or, c'est plein d'arrière-plans. D'ailleurs, on verra dans la suite du texte, on n'a pas pu la lire, mais que Sanders, sur la demande d'un résistant qu'il doit convoyer, lui, dans Sanders étant dans la milice, il doit convoyer donc ce résistant, et le résistant lui demande implicitement de, en quelque sorte, faire justice pour qu'il échappe à la torture, et en effet, Sanders provoque l'accident de la Jeep et le résistant meurt dans l'accident. Donc, comme d'ailleurs Roger Nimier mourra plus tard dans un accident également. Oui, dans d'autres circonstances. Dans d'autres circonstances, mais lui ne s'est pas suicidé, la différence. Et là, on rejoint en effet le texte, les paroles de Céline, à savoir non pas sauver sa peau, mais mettre sa peau sur la table. C'est-à-dire que on voit bien que Monterland quand même s'est suicidé, c'est peut-être une forme de lâcheté, c'est peut-être une forme de courage. Drieux s'est suicidé, lâcheté, courage, mais il faut quand même le faire. On pourra dire qu'il lui a fallu 3 tentatives, mais justement, on peut saluer cette obstination, puisque la dernière fois, manifestement, il avait tiré les tuyaux de gaz et il avait bien choisi le moment, c'était définitif. Bon, Nimier, c'est peut-être alors à un autre niveau que ça se passe, sans doute l'idée que la mort, quand on survit, quand on est un survivant, la vie est un peu un scandale. Et que tenir à la vie est un scandale par rapport aux camarades qui, eux, sont morts et ont payé de leur peau, comme dit Céline, ce qu'ils étaient. C'est-à-dire tout simplement des Français dont on a découvert qu'ils étaient juifs. On se demande pourquoi, à la limite, à ce moment-là. Et Stévenard, lui, qui s'engage à 20 ans et puis qui se fait écraser par un camion. Mais vous l'avez dit en parlant de Roger Nimier, ce qu'il dénonce, c'est aussi lui-même. Et d'ailleurs, ces 3 écrivains, vous parlez de leur fin pour 2 d'entre eux, donc qui se sont donné la mort. Peut-être que leur posture cynique fait qu'ils tirent sur tout ce qui les entoure, mais ils sont les premières victimes de leur cynisme. Il y a vraiment un côté, c'est à eux-mêmes qu'ils font du mal. Je pense au poème de Baudelaire, qui était connu d'ailleurs de Nimier, Léon Tontine Morouménos. C'est justement ça, c'est je suis la plaie et le couteau, le soufflet et la joue, et je suis le bourreau de moi-même. Absolument, absolument. D'ailleurs, le titre des épées lui-même correspond à un rêve des épées que fait François Sanders. Dans un premier rêve, il se bat et il tue, et c'est évidemment la mauvaise conscience, le traumatisme de la violence qui revient, même avec l'antisémitisme comme mauvaise conscience, puisque il y a le mot juif, il tourne autour du mot juif, donc ça se lit très évidemment en 48. À un moment où presque tout le monde fait silence sur le génocide, je vous le rappelle tout de même, et dans le second rêve, là, les épées se révèlent être, quand il frappe des inconnus, ces épées se révèlent être tournées vers lui-même, Sanders. Et là, on a bien « je suis la plaie et le couteau ». Et c'est toujours cette dualité du cynisme qui fait son intérêt. Et qui fait donc que ces écrivains, pour juste un dernier mot là-dessus, que ces écrivains, c'est pas une posture. Voilà, c'est ça que leur cynisme. S'ils sont les premières victimes de leur cynisme, c'est donc que c'est existentiel pour eux, cette attitude absolument du monde. Et ils seraient victimes de leur cynisme si on les lisait mal, ce qui arrive très souvent, mais ça n'arrive pas seulement à ces écrivains-là. Donc, mais c'est vrai que il y a un style cynique, je crois, ce style désinvolte, avec des maximes, mais des maximes auxquelles on ne croit pas vraiment, un récit qui ne croit pas à la convention romanesque, qui dénonce la convention romanesque. Il y a aussi sans doute ces différentes énonciations aussi, ce passage d'un moi à un autre, qui fait la mobilité du cynisme et qui fait, je pense aussi, sa critique sociale, sa complexité dans la critique. Les hautes
frapperai sans colère et sans haine comme un boucher, comme Moïse le rocher. Et je ferai de ta paupière pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance, mon désir gonflé d'espérance, sur tes pleurs salés nagera Léotontimérouménos, 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 comme un vaisseau qui prend le large, et dans mon cœur qu'ils sonneront, tes chers sanglots retentiront, comme un tambour qui bat la charge, ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord. Léotontimérouménos, 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 Léotontimérouménos. Elle est dans ma voix la criarde, c'est tout mon sens au poisson noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Je suis la plaie, le couteau, je suis le soufflet et la joue. Je suis les membres et la roue et la victime et les bourreaux. Léotontimérouménos, 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 Léotontimérouménos. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamné, qui ne peuvent plus sourire. Léotontimérouménos, 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 Merci beaucoup Marc Dambre d'être venu nous parler aujourd'hui, de nous avoir donné envie de lire ou relire Roger Nimier, Monterland, Drieux-La Rochelle. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages, également au Cahier de l'Erne consacré à Roger Nimier que vous avez dirigé. Roger Nimier, hussard du demi-siècle, on n'a pas eu le temps de dire ce qu'était un hussard, mais je renvoie les auditeurs à ce livre pour le comprendre chez Flammarion. Et puis je vous renvoie aussi, chers auditeurs, au numéro du magazine littéraire ce mois-ci, puisqu'il consacre un dossier au cynisme. Cynisme, le comment une philosophie antique est devenue le fléau de notre société. Mais vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h47. Encore 2 minutes, papillon, c'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie, qui, comme tous les jours, vient nous parler d'un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Pour prolonger la thématique du cynisme, j'ai choisi de vous parler toute cette semaine de 4 ouvrages placés sous le signe de la subversion. Et aujourd'hui de Georges Bataille en particulier, à l'occasion de la réédition de Georges Bataille, La politique de l'impossible, de Jean-Michel Beignet, aux éditions Cécile Defaux. Georges Bataille s'inscrit dans la nébuleuse des écrivains du XXe siècle dont il a été question à l'instant. Comme ses auteurs, il aboie contre son temps, il a la rage, celle du chien dont l'étymologie a donné le cynisme. Mais cette rage chez Bataille s'articule avec une autre expérience fondamentale, celle de l'impossible, qui constitue justement l'objet de l'ouvrage du philosophe Jean-Michel Beignet, paru d'abord en 1989 et qui est maintenant réédité depuis janvier aux éditions Cécile Defaux. L'impossible est une bonne manière de saisir le discours de Bataille parce que c'est un angle qui en cristallise l'essentiel. L'impossible, pour lui, est autant dans l'expérience intérieure, où l'individu éprouve ses limites, que dans l'action politique. Mais pour mieux comprendre encore cette idée d'impossible, il faut citer cette phrase de Bataille dans Le Coupable, où il dit « Je ne veux pas réduire l'ensemble de ce qui est à l'existence paralysée de servitude, mais à la sauvage impossibilité que je suis ». Tout l'ouvrage de Jean-Michel Beignet consiste donc à développer cette idée propre à Bataille, l'injonction de ne pas réduire l'homme à l'humain, mais de le prendre en entier, avec ses faiblesses, son angoisse, ses maladies, avec ce qui est inhumain en fait. Et cette injonction a une résonance politique. Jean-Michel Beignet parle bien d'une politique de l'impossible chez Bataille. Souvent dissimulée par l'idée d'expérience intérieure, la sauvage impossibilité de Bataille est aussi politique et propose autre chose que la révolte ou un engagement à la Sartre. C'est un humanisme déchiré qui embrasse l'homme en son entier. Merci beaucoup Géraldine. Du cynisme à la subversion de Bataille, c'était le programme du jour. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée au cynisme. Osons le cynisme cette semaine. Demain, nous parlerons de la cruauté d'Octave Mirbeau et de celle de Villiers de l'Isle-Adam en compagnie de Bertrand Vibert. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien c'est possible en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales, cinématographiques concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster pendant 1000 jours afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.
Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.